Le face-à-face. Jean-Frédéric Poisson, c'est un bonheur, un honneur de vous recevoir. C'est gentil, merci beaucoup. On ne se connaît pas, première fois que je vous rencontre, je vous connais par rapport à votre engagement politique. Je voudrais raconter une anecdote. Vous étiez en 2017, vous savez, dans cette émission où il y avait les candidats de la primaire de la droite. Oui. Voilà, tous. Et je dis à mon épouse qui était à côté de moi, en vous montrant, j'ai dit, mais c'est qui? Elle me dit, c'est le seul mec bien de la bande. Alors, aujourd'hui, et j'en parlais avec elle hier, elle me dit, regarde, le fait est que les autres, celui qui est arrivé en tête, il a été cramoisi, calciné par ses affaires, François Fillon. On se souvient de la campagne 2017. Le deuxième, Alain Juppé, il est au Conseil constitutionnel, il a été mis sur voie de garage, sa carrière politique s'est arrêtée. Le troisième, il est au Niouf, carrément, il est en cabane, président Sarkozy. Je pense qu'il va sortir bientôt. Il est passé par ce stade. Ensuite, il y avait Nathalie Kosciusko-Morizet, évaporée, disparue. Et puis alors le petit dernier, il y en avait deux, le petit dernier, Bruno Le Maire, vous vous souvenez, qui était arrivé bon dernier. Quelques mois après, il était ministre des Finances d'Emmanuel Macron, dont il avait dit pique-pendre pendant la primaire de la droite et pendant la campagne électorale. Oui. Et finalement, il y a l'électon libre. Vous êtes le bon samaritain de la droite, finalement. Vous êtes un petit peu seul. Ensuite, vous avez pris des initiatives personnelles et vous êtes toujours là, fidèle à vos convictions. Je pense que les autres avaient beaucoup plus de certitude que de convictions. Et vous avez des convictions et des valeurs. C'est peut-être pour ça que vous croyez encore en ce que vous faites. Merci. Quel accueil spectaculaire. Et puis, justifié. Vous saluerez, vous remercierez votre épouse pour ce compliment. Je la remercie avec un peu de retard, mais vous me l'apprenez, donc c'est voilà. Que vous dire sinon que c'était intéressant cette campagne primaire parce que il y avait malgré les apparences une vraie confrontation d'idées en réalité. C'est à ça que ça sert une primaire. Bien sûr. Et j'avais invité un certain nombre de vos confrères journalistes à organiser un débat entre les deux personnes qui avaient des vraies différence de projet de société, c'est-à-dire la société de l'ubérisation de la fin du salariat défendue par Nathalie Kosciusko-Morizet, oui. Et puis la société des corps intermédiaires, des racines et des traditions que j'essayais de porter. Tout à fait. Et d'une certaine manière, les 5 autres candidats étaient un peu entre ces deux pôles. Oui, oui. Voilà, et puis ils étaient déjà usés, on n'avait rien à attendre d'eux. Ils avaient déjà, je me souviens qu'un des deux débats, je ne sais plus lequel c'était, mais nos auditeurs s'en rappellent peut-être, il y avait eu tout un passage, un bon quart d'heure pendant lesquels ils se disaient mais oui, t'as été mon ministre, mais non je voulais pas, etc. Et moi j'étais au milieu de tout ça et je me disais mais qu'est-ce que je fais là? Ils avaient tous collaboré les uns avec les autres d'une façon ou d'une autre. C'est ça, ce qui d'ailleurs se comprend. Mais il y avait peut-être des nuances, mais c'était de la nuance. Oui, bien sûr que c'était des nuances, parce qu'on était quand même malgré tout tous sur le même bord d'échiquier politique, il faut dans le même camp intellectuel. Jean-Frédéric Poisson, c'est François Fillon qui sort gagnant de cette primaire de façon très nette face à Alain Juppé. Quand on relit son programme et les raisons pour lesquelles il a été élu, je suis désolé, il vous a emprunté beaucoup presque, ou en tout cas vous partagiez des valeurs. Et c'est là-dessus qui fait la différence. On était évidemment proches, c'est pour ça que je suis devenu un de ses porte-parole très vite après la Je rappelle que François Fillon était un proche de Philippe Séguin, que les questions de souveraineté, d'indépendance de la France, de laïcité, de république et de patrie. Une certaine forme d'équilibre entre la responsabilité économique d'un côté, mais la régulation sociale et l'attention à toutes les fragilités de la société. Enfin, tout ça fait un mélange dans lequel le chrétien social que je suis s'est retrouvé assez facilement. Et on ne savait pas que sous le tapis, il y avait un peu de poussière qui, hélas, a entorpillé cette candidature. C'est ça. Le torpillage, d'ailleurs, assez rapide. La justice a été très prompte, les médias ont été très prompts, tout le monde s'est mobilisé. Comme quoi, quand on se serre les coudes, on arrive à dégager. Quelqu'un sortira rien aux responsabilités, aux erreurs commises par François Fillon, mais on a vu quand même que c'était très efficace. C'est allé plus vite là que dans certains autres cas, au moins aussi préoccupant. Ça a bien fonctionné. Bon, je rappelle que vous avez été député des Yvelines, proche de Christine Boutin et Géry. On se souvient de Christine Boutin brandissant la Bible dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Vous avez été maire de Rambouillet avant et après Gérard Larcher, donc vous étiez l'adjoint, donc vous êtes un élu municipal, donc vous connaissez le terrain, vous êtes un élu de la République. Vous avez un engagement chrétien, c'est important de le dire, parce que le Parti démocrate chrétien, aujourd'hui officiellement, c'était le MRP, pour refaire l'histoire, c'était Georges Bidault, qui accompagne toute la 4e République. C'est un mouvement, le christianisme, la démocratie chrétienne, qui n'est pas inscrit dans l'histoire de la politique française. Sous la 3e République, la nuance existe, mais c'est pas un parti constitué. La première fois, la France est un pays de tradition et de culture chrétienne. C'est tellement évident que j'ai peine à le rappeler. Mais il n'y a pas de parti institué comme tel, alors que ça existe dans d'autres pays. Non, parce qu'il y avait des chrétiens partout. Il y avait des chrétiens partout. Voilà. Et en travaillant sur quelques-uns des livres que j'ai publiés il y a quelques temps,
je me suis rendu compte qu'en fait, l'homme politique, la personnalité politique, la plus proche des convictions du christianisme social de tout le XXe siècle est probablement le général de Gaulle. Bien sûr. Même si lui n'a jamais été un chrétien-démocrate au sens parce que l'MRP en plus était son ennemi. Il était un chrétien. Mais l'enracinement chrétien-social du général de Gaulle est absolument évident. Il est patent sous tout rapport. Il reprochait aux chrétiens-démocrates d'être des centristes un petit peu mou et flou, même si le MRP est un mouvement. Ensuite, ça va être le CDS de Jean Le Canuet. Et aujourd'hui, le Parti démocrate chrétien officiel, ça serait éventuellement le MoDem. Et vous vous marquez à part de cette... parce que je pense que dans le MoDem, à la suite de l'UDF de François Bayrou, a abandonné ce qui est un des piliers du christianisme social, en tout cas de la pensée sociale chrétienne, c'est-à-dire cette idée que la nation est une communauté naturelle et qu'il faut la préserver en tant que telle. Le parti belge s'appelle le Parti chrétien social. Oui, et non pas démocrate chrétien. Et donc je pense que cet abandon par l'UDF au nom d'un projet européen qui était un peu fantasmé, on va dire ça comme ça, qui devait nous protéger de tout et qui non seulement nous protège de rien mais qui nous met en danger tous les jours. L'UDF a renoncé à défendre la nation française comme communauté naturelle. Il ne s'agit pas d'en faire un absolu ni comment dire un objet un instrument de haine ou de violence, mais de dire simplement les hommes et les femmes ont besoin de vivre dans une communauté dans laquelle ils se ressemblent, ils parlent la même langue, ils partagent le même passé, ils envisagent le même futur, ça s'appelle une nation. La France, fille aînée de l'Église, souvenez-vous du voyage de Jean-Paul II qui dit « N'oublie pas le serment de ta naissance ». Es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ? Aux promesses de ton baptême. D'ailleurs, dans le premier préambule du traité constitutionnel qui sera finalement rejeté par les Français en 2005, il y a cette notion d'Europe judéo-chrétienne. Je crois que Giscard d'Estaing y est favorable, c'est lui, et finalement il y a une coalition. Ah non, il n'est pas question de connoter l'Europe à une civilisation géo-chrétienne, helléno-judéo-chrétienne, qui est porteuse de toutes les valeurs humanistes et progressistes que l'on peut entrevoir. Bien sûr, oui, c'est une des fautes de Jacques Chirac, puisque c'est lui qui, à la fin du compte, a refusé, notifié le refus de la France. Pourtant, je suppose. Mais il a peur de quoi ? Je ne sais pas. Il y avait de stigmatiser, là encore. J'ai jamais très bien compris. Je pense que si effectivement cette mention des racines chrétiennes de l'Europe avait été inscrite dans le préambule du traité constitutionnel et que c'était gravé dans le marbre aujourd'hui, je pense que nous aurions beaucoup moins de problèmes à traiter un certain nombre de questions difficiles que nous avons du mal à traiter aujourd'hui. Et en particulier la question multiculturelle. Il ne peut pas y avoir de multiculturalisme, il doit y avoir du respect entre les gens qui sont différents. Mais il ne peut pas y avoir deux projets de société antagonistes ou antinomiques qui prétendent organiser la même société. C'est pas possible, c'est soit l'un soit l'autre. Alors vous-même, vous êtes un vrai chrétien. Pourquoi je dis que vous êtes un vrai chrétien ? Vrai, je ne sais pas. Parce que vous l'êtes par conversion. Oui, c'est vrai. Enfin, vous êtes né dans une famille chrétienne, bien sûr, mais vous avez une révélation, j'allais dire un chemin de Damas, de Saint-Paul. Tout d'un coup, vous êtes frappé, je ne sais pas si c'est par la grâce, mais voilà. C'était ça. Vous êtes appelé, vous vous sentez interpellé. Et notamment, il y a un site français dont nous partageons l'amour, qui est l'abbaye de Fongombault, dans le Berry, avec des chants grégoriens magnifiques. Oui, absolument. Voilà, c'est à Fongombault que vous exercez cette conversion, que vous la vivez, que vous rentrez en communion avec la grande famille chrétienne. Expliquez-nous ça. Je suis rentré dans l'église par la porte de cette magnifique abbatiale, effectivement, enfin voilà, le bon Dieu m'a rattrapé par le col un beau jour, et j'ai compris, oui, par la grâce, parce que c'est comme ça qu'il faut le dire, que malgré toutes les turpitudes dont j'avais été le sujet pendant mon adolescence très mouvementée, j'étais quand même aimé du ciel. Et c'est cette... voilà, je sais pas pourquoi ça m'est tombé dessus, je sais pas. En tout cas, je ne peux plus vivre sans maintenant, et j'ai essayé, depuis maintenant l'âge de 19 ans, puisque ça m'est arrivé quand j'avais 19 ans, j'ai essayé depuis de vivre de ça et d'essayer de faire partager cet état, cette conviction. Intelligent, lucide, cultivé comme vous êtes, vous êtes persuadé qu'il y a une entité divine supérieure qui est à l'origine de la création de ce monde et qui continue à régir d'une certaine façon l'évolution de l'humanité et de cet univers. Qui nous soutient dans l'être, en tout cas, et dans l'existence, c'est certain. Et il a autorisé tout ce que... Question bateau, hein. Il a autorisé toutes les tragédies que l'humanité il a autorisé parce qu'il a créé l'être humain libre. Et à son image. Il respecte la liberté humaine. À son image. Et voilà, c'est le grand mystère. C'est le mystère, des fois, de la liberté, le mystère du mal. Mais oui, je continue de croire, malgré tout, que quand les hommes s'orientent
vers Dieu plutôt que vers eux-mêmes, le monde va mieux. Donc c'est pas le pari de Pascal, vaut mieux croire comme ça, si c'est vrai, on arrivera avec un bilan comptable positif au paradis. C'est pas si mal, comme dit l'autre, si ça fait pas de bien, ça fait pas de mal. Mais c'est un peu restreint, je crois qu'il y a... C'est pas une idée, c'est ça que découvrent beaucoup de croyants, en tout cas c'est la chance que j'ai eue, c'est que Dieu n'est pas une idée, c'est une personne. Les Juifs ont cette conviction-là d'ailleurs dans l'Ancien Testament, Dieu est un Dieu qui leur parle. Alors il répond pas toujours quand on lui pose des questions, mais ça c'est la liberté de Dieu lui-même. Mais en tout cas, il y a un échange personnel entre les croyants et la personne de Dieu. Qui nous enrichit, qui nous soutient, qui nous console, qui nous permet d'avoir davantage de courage, davantage de force dans les moments un peu compliqués, et de venir en aide plus facilement à notre prochain. C'est surtout ça qui compte. Nous sommes avec Jean-Frédéric Poisson. Appelez-nous au 0826 300 300. On peut lui poser toutes les questions. Maud aussi va lui poser des questions, parce que c'est un observateur exceptionnel que nous avons aujourd'hui pour un décryptage réel et sincère de ce qui se passe en France. À tout de suite. La France dans tous ses états. Nous sommes avec Jean-Frédéric Poisson, qui est l'auteur de La Voix du peuple, précédemment l'islam à la conquête de l'Occident, la stratégie dévoilée, là aussi on va en parler, et la Voix du peuple. Votre engagement politique, donc dans l'UMP, dans la droite conventionnelle, vous êtes classé par Perrineau comme un conservateur, avec cette connotation, on en vient d'en parler, démocrate, chrétienne bien sûr. La droite française est malade, Jean-Frédéric Poisson, ou elle se recherche? C'est un peu des deux. C'est un peu des deux. Le drame de la droite française, c'est d'avoir esquivé l'idée, ou en tout cas mis un peu de côté cette idée que dans un pays organisé autour du bipartisme politique, alors ce que je dis là est un peu moins vrai sur le bipartisme aujourd'hui, mais en tout cas quand c'était encore vrai, le rôle de la droite c'est d'être un parti conservateur. Sinon elle ne sert à rien. C'est ce que disait, c'est Maurice Druon, quelqu'un qui dit il y a deux partis de gauche en France, dont par convention l'un s'appelle la droite. Ce qu'il voulait dire déjà probablement à l'époque, c'est que à chaque fois que la droite cesse d'être conservatrice, elle ne sert plus à rien. Et on lui reproche d'ailleurs à raison d'avoir critiqué un certain nombre de réformes que la gauche a faites quand elle était aux affaires. Et la droite n'est jamais revenue dessus. Et on peut en faire une liste, elle serait malheureusement trop longue. Donc elle a perdu cet enracinement. La deuxième chose qu'elle a perdue, c'est une certaine forme de contact naturel qui était la force du gaullisme avec le peuple, avec les gens modestes, avec ceux qui n'ont que la France pour bien commun d'une certaine manière, et que leur héritage culturel comme patrimoine, et qui étaient des forces très vives pour soutenir le parti gaulliste et le projet du général de Gaulle et puis de ses successeurs, un peu de Georges Pompidou. Et puis je pense que la droite s'est abîmée dans le libéralisme au fond, et le libéralisme il n'a pas de couleur, il a la couleur de l'argent, comme dit un film célèbre, en définitive, elle s'est un peu abîmée là-dedans. Alors elle essaye de revenir, mais on voit bien qu'il y a toujours dans la droite d'aujourd'hui, je parle des Républicains qui l'incarnent, enfin qui essaient de l'incarner en tout cas, c'est deux directions. L'une qui est très très tournée vers la social-démocratie gestionnaire, un peu ce qu'on appelle la stabilité aujourd'hui, un mot que je ne comprends pas d'ailleurs, dont je ne comprends pas l'usage par les temps qui courent. Et puis une autre qui est peut-être plus conservatrice, plus désireuse de renouer avec ses origines, avec son utilité. Et entre les deux, l'arbitrage n'est pas fait. Est-ce qu'il n'y a pas un dénigrement venu de l'intelligentsia de gauche, un dénigrement intellectuel et idéologique? La droite, c'est un terme qui était en France, en tout cas dans d'autres pays, ça fait partie du paysage politique naturel. La droite, c'était un terme péjoratif. On essayait de trouver des formules où le mot droite n'apparaissait pas. Quand un politicien de droite disait je suis de droite, il disait je l'assume, comme si c'était une honte. La social-démocratie, elle est passée au libéralisme, et résultat, Anne Hidalgo a fait 1,7%. Donc vous voyez, là aussi, le libéralisme n'a pas frappé que la droite, cette façon de dire, on est dans la mondialisation, il faut subir les lois du marché. L'essence de la droite française, c'est quoi? Ce sont des valeurs, bien entendu. Ce sont les valeurs conservatrices, avec cette idée que la France doit être indépendante. En quoi consistent-elles, ces valeurs conservatrices? Vous vous souvenez de la conférence de presse du général de Gaulle? La femme, la mère de famille, n'a pas envie que son mari rentre à minuit, elle a envie d'une machine à laver, ça c'est l'ordre. Et puis bon, elle veut aussi que les enfants grandissent, fassent des études, ça c'est le progrès. L'ordre et le progrès. C'est ça. La droite, c'est le camp de l'ordre. Tout le monde pourrait le dire, au fond, l'ordre et le progrès, mais je pense qu'il y a de manière constitutive cette idée que la France doit être souveraine et indépendante, que on doit faire confiance à la responsabilité individuelle, qu'on doit des choses simples, et qu'il doit y avoir un socle de valeurs inspiré du judéo-christianisme, alors variable selon la température extérieure et le temps qu'il fait. Évidemment.
mais un socle et un certain nombre d'invariants, des choses qui ne changent pas au fond. Et ce qui est dramatique, c'est que la société a beaucoup évolué, c'est certain. La droite n'a pas réfléchi à la manière dont il fallait faire revivre ces différentes notions. Et maintenant, comment dire, quand on évoque l'indépendance de la France au sein de l'Europe, la droite ne le fait plus, la gauche non plus. La faille commence quand? Est-ce que c'est Valéry Giscard d'Estaing qui commence à introduire une ambiguïté? Et c'est un centriste, c'est un libéral, voilà. Ensuite, on a une droite. Alors, on va avoir Michel Debré, Marie-France Garot, Charles Pasqua qui vont donner de l'image d'une droite, comme vous dites, conservatrice, mais très réactionnaire, donc disqualifiée. Chirac essaie de faire la mesure entre les deux. Et puis, il y a Philippe Séguin qui arrive avec le renouveau du gaullisme social un peu porté par François Fillon. Pourquoi l'initiative de Philippe Séguin n'a pas eu, et je suis sûr qu'elle est majoritaire aujourd'hui dans le pays, l'axe Séguin-Chevènement, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, c'est certain. C'est certain, je partage votre avis. Je ne sais pas dire de concert, je pense que c'est une lente évolution qui s'est faite aussi sous la pression culturelle de la gauche intellectuelle, qui fait peur à tout le monde, encore un peu aujourd'hui. Regardez ce qui se passe dans le débat budgétaire, par exemple, c'est très très étonnant. La gauche a gagné le combat médiatique sur le budget. Pourquoi? Parce qu'on devrait parler... Le Parti Socialiste tout seul. Le Parti Socialiste tout seul, d'ailleurs, vous avez raison. Qui représente peu de gens aujourd'hui électoralement. Oui, 70 députés quand même, hein, c'est pas rien. Oui, par le jeu du Front Républicain. Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des électeurs de la droite qui ont voté pour la France Insoumise et des électeurs de la France Insoumise qui ont voté pour des candidats LR. Tout ça pour ne pas gouverner ensemble. Vous comprenez l'indignation du pays. Bien entendu. Mais le bon chiffre, c'est pas les 1,5% de Mme Hidalgo, c'est 70 députés à l'Assemblée nationale. C'est ça qu'il faut regarder. Mais en fait, on devrait passer notre temps à parler de la manière dont l'État devrait dépenser mieux et dépenser moins. Et on passe notre temps à parler de la manière dont on va pouvoir tondre des œufs pour savoir comment augmenter les recettes de l'État. C'est-à-dire qu'on a déplacé le curseur. On n'est pas dans le bon débat. Il n'y a aucune mesure de taxation et de dite justice fiscale qui nous permettra de combler les 140 ou 150 milliards de déficit que l'État va devoir déclarer avec le budget de cette année. Dans un pays champion du monde du prélèvement obligatoire, déjà, donc on est là pour quoi, mais je pense que moi je suis comme beaucoup de nos compatriotes devant cette situation. Je suis à la fois très en colère, assez écœuré du spectacle que je vois. J'ai eu l'honneur de siéger dans une Assemblée nationale qui se tenait mieux quand même de manière globale jusqu'à 2017, c'est ça. Mais là, c'est alors le macronisme, justement, vous vous dites, je suis sûr, est-ce que ce jeune homme, plein de talent, le Mozart de l'économie, qui dit faut casser les clivages, l'ancien monde doit disparaître par le nouveau monde, c'est un fiasco total. Je l'ai vu, on a vu ça. Et vous êtes dubitatif dès le départ, je me souviens. Alors tout le monde y va en courant en disant mais si, c'est l'avenir à gauche et à droite, y compris des gens que j'ai autour de moi. J'ai pas beaucoup de mérite à ça. Il se trouve que j'étais l'orateur de mon groupe pendant qu'on a débattu de la fameuse loi Macron qui arrive à l'Assemblée nationale en janvier 2015. Oui. Nos auditeurs s'en souviennent, c'était la loi sur les bus Macron, les auto-écoles, les notaires, enfin ça fait des souvenirs un peu anciens, mais... Et on a débattu 200 heures avec lui en commission, on n'en a pas raté une minute. Et quelques-uns d'entre nous non plus. Donc vous l'avez compris, vous l'avez connu là. Oui, parce que, comme je dis souvent, l'Assemblée nationale, c'est comme le bateau à voile et la marche en montagne, vous pouvez vous planquer, mais pas très longtemps. Il y a un moment où les choses surgissent. Vous voyez voilà. Le masque tombe. Le masque tombe. Le voile tombe. Comme il y a en plus en face de lui quelques députés d'opposition qui étaient un peu chevronnés quand même, qui n'étaient pas là pour se laisser faire, on a vu un homme, alors c'est vrai, à la fois hypermnésique, très travailleur, sans doute insomniaque, très habile, séducteur comme c'est pas possible, mais également orgueilleux, brutal, ne supportant pas la contradiction. Ça, on a vu tout ça. Et un projet de loi qu'il portait, dans lequel il y avait, je le rappelle à nos auditeurs, mais pour ça que c'est pas une surprise pour moi, la vente des aéroports de Toulouse et de Nice aux Chinois. Le démantèlement des professions judiciaires et le passage sous la tutelle de Bercy, alors que c'était sur le ministère de la Justice. Démantèlement de l'économie française. Le fait de faire entrer des capitaux privés dans l'établissement français du sang, ce qui est quand même une marchandisation de la santé un peu inédite. Des tas de mesures comme celle-là, dont on a vu que c'était un projet dès l'origine absolument néolibéral. Et ce projet-là, porté par un homme avec un tel tempérament, ne pouvait faire que des dégâts. Donc j'ai été évidemment surpris, comme tout le monde, par les Gilets jaunes, par l'affaire Benalla, enfin tout ce qui a émaillé le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Il faut se souvenir quand même, il y a eu 2-3 épisodes un peu significatifs. Il y en a qui tombent de haut aujourd'hui. Quand on pose la question à certains de ses très proches, ils vous disent Joker. Comme dit l'autre, j'ai été surpris mais pas étonné. Étonné. Jean-Frédéric Poisson, nous avons Roland qui nous appelle de Saint-Étienne. Saint-Étienne qui symbolise les gloires économiques de la France et qui a vécu des heures douloureuses. Roland, on vous écoute.
Bonjour Perico, oui, vous avez raison. À Saint-Etienne, c'est mythique. Manu France. Oui, Manu France, mais c'est aussi le symptôme des politiques de ces 50 dernières années qui a fait que Saint-Etienne, qui était le bastion économique français, s'est écroulé. Donc ça, c'est malheureux à dire. Et une petite parenthèse, je ne sais pas si Maud Koffler est avec nous. Oui, elle est là, elle vous écoute, Maud. Il faut qu'elle refasse des éditos. Si je dis ça, c'est un conseil d'auditeur, parce qu'elle est excellente dans ses... c'est très gentil. Elle s'en prive pas. Je vais prendre rendez-vous avec la direction de Sud Radio juste après l'émission. Voilà, et si vous voulez rappeler pour témoigner, je serai là. On vous écoute, Roland. On vous écoute. Ce que j'aimerais parler, c'est par rapport en fait à l'Union des droites, et j'entends ce que dit Jean-Frédéric Poisson, mais j'ai pas envie de l'accabler, mais il est un petit peu aussi responsable de cette situation. Si la droite, si tous les partis de droite, il y a de ça 20, 25 ans, 30 ans, se seraient déjà accordés sur un programme économique fort, sur du régalien, sur du social, on n'en serait pas là aujourd'hui. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, on ait le Rassemblement national avec Jordan Bardella? Excusez-moi, mais Jordan Bardella, il a mon âge, et moi j'ai du mal à le comprendre. J'ai du mal à comprendre le programme économique du Rassemblement national. Vous avez les Républicains qui se dissolvent dans le macronisme et qui se dissolvent dans l'aspect régalien du Rassemblement national. On a le centre droit qui est maintenant complètement à la botte du macronisme. Vous voyez que Édouard Philippe, notamment, d'ailleurs, il y a eu un sondage hier, Édouard Philippe a perdu des points par rapport à avant. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai l'impression que, mine de rien, moi je ne suis pas, voilà, mais les partis de gauche, quand il y a des échéances importantes, quand il faut se rassembler, ils sont présents. Alors moi je dénonce, j'ai dénoncé la NUPES, le Nouveau Front Populaire, mais la droite, à chaque échéance, et là on le voit bien notamment, c'est pas une échéance, mais on était à une pré-dissolution, et quand il y a des sièges en jeu, parce que c'est toujours un peu ce que je reproche aux Républicains et à certains partis de droite, c'est que dès qu'il y a une échéance électorale, et ben il faut sauver son siège coûte que coûte. Donc on est prêt à toutes les compromissions. Moi je suis désolé. Roland, on a compris votre question. On marque une petite pause et Jean-Frédéric Poisson vous répond dans quelques instants. À tout de suite. Restez avec nous, surtout. La France dans tous ses états. Nous sommes avec Jean-Frédéric Poisson et qui va répondre à la question de Roland de Saint-Etienne qui disait: Jean-Frédéric Poisson, vous avez été un peu dans l'appareil de la droite. Pourquoi est-ce que l'Union des droites, dont on rêve aujourd'hui, ne s'est pas faite au moment où il était encore temps de le faire? Mon cher Roland, je partage intégralement l'analyse que vous avez faite. Il y a des témoins d'ailleurs pas très loin de moi qui savent que depuis des années et des années, je plaide pour que les gens de bonne volonté se réunissent autour d'un socle commun de programme. Alors, on peut appeler ça le programme commun. C'est un peu daté, le programme commun. Ça a une cinquantaine d'années quand même. Oui. Mais on voit bien ce que ça veut dire. Ça a le mérite d'être très clair. 53 ans. Et comment dire, ce programme de la gauche, commun, programme commun de la gauche. 53 ans. Mais il y a aussi une plateforme législative commune RPR-UDF en 92. Qui est un texte qui passerait pour... Reconquête passerait pour des gauchistes aujourd'hui. L'UMP, c'était ça. L'UMP, c'est un peu plus tard. C'était déjà un peu plus centriste, un peu plus européen, au mauvais sens du terme, supposer qu'il y en ait un bon. Mais non, il y a une plateforme UDF-RPR de 92 qui est 93 qui envoie 450 députés de droite à l'Assemblée nationale, quand même, sur 570. Tout à fait. C'était un vrai programme conservateur de droite comme on les aime. Et qui passerait encore aujourd'hui pour un truc insupportable pour tout le monde. Bref, alors que c'est ce qu'il faudra faire. J'accepte bien volontiers notre part de responsabilité là-dedans. Elle est minime dans la mesure où nous n'avons cessé, au Parti chrétien-démocrate, chez Villa, d'essayer de travailler avec un peu tout le monde. Nous avons passé, par exemple, des accords électoraux dans 90 communes. Au municipal de 2020 avec les représentants du Rassemblement national, quand on considérait que le projet qu'ils portaient était adapté au territoire, que c'était des gens honnêtes et qu'ils avaient envie de travailler avec nous. Oui. Donc moi j'ai pas de problème, je regarde pas la carte d'identité des gens avec qui je travaille, je regarde l'intérêt du territoire. Vous avez fait une tentative avec Nicolas Dupont-Aignan, ça s'est brouillé, avec Florent Philippot, donc vous avez tendu la main à tout le monde, vous avez essayé de faire du consensus sans vous mettre en plus en avant personnellement. Parce qu'on a considéré que quand il y avait des gens qui étaient prêts à défendre des convictions que nous partagions, qui étaient mieux placés que nous pour le faire, eh bien, il fallait les soutenir plutôt que d'essayer d'y aller tout seul. Et j'espère que la gravité des circonstances que traverse notre pays permettra à un certain nombre de responsables politiques d'adopter la même attitude dans les temps qui viennent. Il le faudra, parce que l'enjeu de 2027, il est très clair.
Il faut mettre les néolibéraux dehors et il faut empêcher la gauche d'accéder au pouvoir. C'est ça l'enjeu. Il n'y en a pas d'autre. Vous pouvez tourner le problème dans tous les sens. Alors, je ne vais pas dire que tout est bon pour ça, parce que la fin ne justifie pas les moyens. Mais enfin, on a quand même suffisamment de choses communes. On peut parfaitement se mettre d'accord sur 5, 6, 7 grandes mesures à prendre pour redresser la France. Pas plus que ça, et on sait lesquelles. Et elle serait partagée par une très grande majorité de Français et portée par une très grande majorité de gens de bonne volonté, y compris des gens qui sont à gauche mais qui aiment la France et qui ne veulent pas qu'elle se dissolve dans l'Europe. Je pense aux patriotes de Michel Onfray, aux gens de Georges Kuzmanovic, ou des petits partis, c'est pas péjoratif, nous en sommes un nous aussi, tous les souverainistes, tous les gens qui sont un peu conservateurs, tout ça peut se rassembler sous la même bannière. Ce qui signifie, Jean-Frédéric Poisson, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de candidat de votre cœur dans le paysage politique électoral français. Je soutiendrai celui qui est capable d'empêcher les néolibéraux de rester au pouvoir et de la gauche d'y arriver. C'est simple. Voilà. C'est très clair. Voilà, c'est simple. C'est très clair. Et ce sera clairement pas moi, parce que moi je ne suis pas en situation de pouvoir le faire. Donc, c'est une position assez gaulienne, finalement. Je sais pas, mais on était sur ce clivage-là. En tout cas, c'est clair. En tout cas, c'est clair. On ne peut pas continuer de dissoudre la France dans un ensemble, fédéral européen. On ne peut pas continuer de faire actionner la domination des logiques de commerce et de marché sur la vie des Français. On ne peut pas marchandiser toutes ces choses. On ne peut pas emmerder les gens, comme disait Pompidou, tous les jours et en nous rajoutant une louche sur la tête à chaque fois. On ne peut pas priver les gens d'oxygène à chaque fois qu'ils veulent faire quelque chose. Enfin, on peut pas faire. Il faut arrêter de faire tout ça. Qui est prêt à ça ? Nous verrons, mais j'espère qu'il y en a un. Et pourtant, on a la très nette sensation que le peuple français, dans son ensemble, est conscient de ces enjeux, cette réalité, et qu'elle ne trouve pas, j'allais dire, la personne qui incarne cette synthèse dont vous définissez. Il n'en a pas l'occasion. Premier élément. Deuxième élément, la crise de la Covid a fait un mal terrible à l'esprit de résistance dans notre pays. Il nous a mis en situation d'accepter des choses qui, en principe, auraient dû être inacceptables, et je parle des restrictions innombrables de nos libertés que nous avons subies. Avec le recul, et même le docteur Blachier nous disait hier avec le recul, on aurait peut-être pu ne pas faire exactement comme ça. Ça, Parce qu'il a dit aujourd'hui, mais bon, il y avait des gens qui l'avaient pressenti. Moi qui suis un lecteur attentif de Saint-Mathieu, j'ai appris depuis longtemps qu'il faut traiter les ouvriers de la 11e heure comme on traite ceux de la première, mais il y a des conversions tardives qui sont un peu spectaculaires quand même, qui mériteraient quelques explications. Voyez-vous, à la fois sur des politiques publiques, sur toutes les bêtises qu'on a racontées sur les vaccins, et j'en passe, et des pires. Mais on a vécu une expérience terrible à ce moment-là, parce que ceux qui manipulent l'opinion, il y en a dont c'est le métier, qui nous mentent à longueur de temps, il y en a qui font ça très bien, qui sont au pouvoir aujourd'hui, ont compris qu'en fait le seuil d'acceptation du peuple français était en fait très 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 élevé. Très élevé. Et de mon point de vue, quand on voit l'attitude de Sébastien Lecornu, l'attitude d'Emmanuel Macron, ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale autour du budget, on va voir comment ça se passe au Sénat, ça va pas être la même musique sans doute. Mais ils se disent, puisque les Français acceptent tout et n'importe quoi, on va continuer encore pendant 1 an et demi. Mais 1 an et demi à ce régime, cher Perico Légas, chers auditeurs, on sera dans quel état dans 1 an et demi si ça continue à se Le compte à rebours est aujourd'hui assez inquiétant. C'est quand même très très dangereux ce qui est en train de se passer. Donc je crois qu'effectivement il y a beaucoup de manières de permettre aux gens qui partagent cette même volonté de redresser notre pays. Pas seulement sur la question économique qui n'est pas accessoire, mais il y a d'autres choses à faire aussi sur le plan culturel, éducatif, des flux migratoires, la culture, enfin il y a plein de choses à faire. En gros, il faut repenser les institutions, il faut repenser la République, en faut-il une 6e ? Enfin, vous avez des idées là-dessus, en tout cas, d'adaptation de la Constitution et des institutions. Je pense que nous ne vivons pas une crise de régime. Nous ne vivons pas une crise politique, nous vivons une crise du personnel politique, c'est un peu différent. Les institutions, elles fonctionnent. La meilleure preuve, c'est qu'il y a une assemblée qui débat. Quand on n'a pas mis la suspension de la réforme des retraites dans le texte de loi qui arrive à l'Assemblée, on trouve le moyen par la lettre de révision de le mettre quand même. Donc ça veut dire qu'il y a dans la Ve République une souplesse extraordinaire qui a été d'ailleurs voulue et pensée comme ça et qu'on a su adapter au fil du temps. D'où la défiance immense des Français envers la classe politique, y compris envers les médias, enfin envers tout ce qui est institutionnel. Et je pense que la manière dont ceux qui sont aux affaires aujourd'hui font marcher ces institutions en oubliant qu'il y a un peuple au fond, parce que c'est quand même ça le sujet, accroît évidemment la défiance qu'il y a. Je me souviens que je crois que c'était pour le 10e anniversaire des Guignols, Canal+ avait publié un long métrage des Guignols, ça devait durer 1h, 1h10. J'ai revu une petite annonce il n'y a pas longtemps, je ne l'ai pas retrouvé en entier. Et ça mettait en scène, en fait, une classe politique qui se réveillait un matin et il n'y avait plus personne dans les rues. Le peuple avait disparu. Je me souviens.
Le peuple avait disparu. Et alors, ça durait un quart d'heure d'étonnement et ça reprenait de plus belle comme si le peuple était encore là. Avec 60% d'abstention à certains scrutins, on n'en est pas loin, Frédéric. Le message était quand même assez clair, c'était prémonitoire, c'était il y a 30 ans déjà. Moi je crois beaucoup dans le fait que il faille et on doit pouvoir redonner aux corps intermédiaires, aux familles, aux entreprises, aux territoires, aux organisations syndicales dans lesquelles je crois beaucoup, que je soutiens beaucoup, l'oxygène dont ils ont besoin aujourd'hui. Si on leur redonne cet oxygène, le reste se fera tout seul. Alors vous êtes aussi inquiet sur des sujets de santé. Est-ce qu'il y a une souveraineté de la santé en France? Le docteur Blachy en parlait hier, il disait il faut faire attention à ce qu'on garde la maîtrise de notre système de santé et la façon dont le corps médical doit se comporter. Maude, vous avez une question à poser. Oui, Jean-Frédéric Poisson, vous avez écrit en mars 2025 OMS l'overdose pour que la France s'en sorte. Faut-il en sortir? Alors sans spoiler, est-ce qu'il faut sortir de l'OMS? Et c'est quoi l'OMS aussi peut-être pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est? L'Organisation mondiale de la santé est un organisme créé dans le giron de l'ONU après la Seconde Guerre mondiale, juste après, avec une très belle idée qui consistait à faire en sorte que les nations mettent en commun des moyens pour aider les pays un peu moins favorisés dans lesquels la santé publique n'était pas en pleine forme pour des tas de raisons à se hisser à un standard acceptable pour que les gens soient mieux soignés partout dans le monde, dans un élan de solidarité internationale, ce qui était une très bonne idée. Petit à petit, je ne veux pas citer les détails parce que l'histoire est longue, elle est devenue un instrument qui est aujourd'hui, malheureusement, dans les mains des lobbies pharmaceutiques, en particulier les fabricants de vaccins en tout genre, à commencer par la fondation Bill Gates. Et au fond, ce qui s'est passé avec la pandémie du Covid, c'est que l'OMS a voulu faire en sorte que il n'y ait une politique sanitaire uniforme dans le monde entier en cas de pandémie. Je vous passe les détails. L'intention de l'OMS est de faire en sorte que, d'abord en cas de pandémie, puis sans doute après un peu pour la suite, les États soient privés de leur liberté d'action en termes de santé publique pour soigner les peuples, et que ce soit l'OMS qui décide de tout. Enjeu financier ou... Enjeu d'abord de conception de l'humanité comme une espèce de tout qui doit être uniforme. C'est un marché. Extrêmement gênant. C'est la notion de marché. C'est une notion de marché, ça se décline dans une notion de marché, et en plus, je disais tout à l'heure que l'OMS est à la main d'un certain nombre d'intérêts privés, en particulier la fondation Gates. La fondation Gates est le plus gros pourvoyeur financier de l'Organisation mondiale de la santé. Ça chiffre à plusieurs centaines de millions de dollars par an. C'est une aide, c'est une subvention. C'est une subvention, mais elle est fléchée. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre les États qui contribuent à hauteur de la production de richesse, d'un côté, et d'un autre côté, les mécènes et les aides privées. C'est que les personnes privées qui soutiennent ont le droit de flécher leurs dons. C'est-à-dire peuvent dire à l'OMS, je vous donne, mais c'est pour faire ça, et pas autre chose. Et je ne vous fais pas de dessin, quand vous articulez la volonté de prendre le contrôle des politiques de santé publique en cas de pandémie, plus le fait de déterminer des politiques publiques et de les exiger de la part de l'OMS quand vous payez, si par hasard, vous avez des intérêts dans les fabriques de vaccins, vous comprenez très bien que si vous dites à l'OMS, tiens, ça tombe bien, l'OMS pourrait nous dire en cas de pandémie, si ces modifications aboutissent, vous allez confiner tout le monde et vous allez vacciner tout le monde de manière obligatoire et ce sera avec tel vaccin. Bon, la France a encore des moyens de s'émanciper de ça, elle n'est pas totalement tributaire. De refuser de ratifier ce traité, puisque l'OMS doit d'abord modifier ses statuts pour aboutir à la situation que je crains et que je viens de décrire, dans laquelle elle prendrait la main sur nos politiques de santé publique. La France doit ratifier le projet de traité qui sortirait des instances de l'OMS. Le Parlement doit le faire, et je fais partie de ceux qui militent pour que ce soit le Parlement qui se saisisse de cette affaire pour examiner la ratification de ce traité. Et effectivement, si jamais on devait se faire imposer quoi que ce soit en termes de santé publique par l'OMS, il faudrait quitter. Comme les États-Unis l'ont fait il y a une dizaine de mois maintenant. Et l'Argentine de Javier Milei, il l'a fait aussi, puis dans la foulée, je crois que 2-3 semaines après, en février, l'Argentine a quitté l'OMS aussi. C'est une question de souveraineté, c'est une question politique fondamentale. Est-ce qu'on est encore dans une situation de souveraineté du peuple? On reprend la conversation dans quelques instants, Jean-Dominique Poisson. Jean-Frédéric Poisson. Et n'hésitez pas à lui poser vos questions en direct sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Midi 14h.
Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec Jean-Frédéric Poisson qui essaie de sauver la droite et même de sauver la France avec ses modestes moyens, mais une conviction et une passion déterminée. Jean-Frédéric Poisson, vous vouliez apporter une précision au niveau santé sur le rapport du médecin à son patient. Il y a des enjeux de souveraineté, bien sûr, puisque si le traité de l'OMS était adopté comme il le souhaite, nous perdrions, dans les cas graves de pandémie, notre souveraineté sanitaire. Mais il y a deux conséquences que nos auditeurs doivent avoir en tête. La première, c'est la conséquence sur la relation entre nous-mêmes et notre médecin. Puisque si les politiques de santé publique deviennent obligatoires, je ne sais pas ce que devient la relation particulière entre le patient et son médecin. C'est un sujet. Et deuxièmement, dans le projet de traité qui est souhaité par l'OMS, il y aurait l'obligation pour les nations de communiquer l'intégralité des données de santé à l'Organisation mondiale de la santé, y compris toutes nos informations et nos données personnelles. Et là, on ne sait pas ce que ça devient, ou alors on en a une petite idée malgré tout. Mais nous entrons donc dans une ère dans laquelle, alors que pour l'instant, nous avons été élevés, en tout cas moi comme vous, mon cher Péricot, dans cette idée que tout ce qui concerne la santé, c'est secret. Bien sûr. Confidentiel. Ça relève d'une confidentialité, Là, on ne sait pas où iraient nos données personnelles qui pourraient être utilisées à des tas de fins que nous ignorons. Voire par l'intelligence artificielle pour engendrer et bien entendu, les grands opérateurs numériques dont on n'a pas envie. Exactement. Jean-Frédéric Poisson, nous sommes en ligne avec Catherine qui nous appelle de Lyon. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine. Oui. Merci, bonjour de me prendre. Je suis adhérente du Parti chrétien-démocrate depuis que Christine Boutin l'a fondé, donc c'est vraiment une amie qui vient intervenir. Bonjour. Et vous remercier. Mais je réagis à votre réaction, Jean-Frédéric, quand on vous demande si c'est ce que vous pouvez faire pour la droite. Je pense que vous êtes un peu trop modeste. Vous aviez crevé l'écran quand il y avait eu les primaires de la droite. Tout le monde était stupéfait de votre poids, sur tous les plans, de votre compétence, de votre sagesse. Et moi, j'aimerais que peut-être vous n'attendiez pas simplement qu'on vous appelle et qu'on prenne vos services, mais que vous vous mettiez un peu plus devant, parce que je pense que nous portons quelque chose qui nous transcende tous et qui sera toujours éternel. Voilà. Donc voilà, merci de m'écouter. Alors, Jean-Frédéric Poisson, est-ce que vous sentez cet appel? Vous avez eu l'appel de Dieu à un moment donné? C'est gentil. Est-ce que l'appel de la République a encore une chance de vous séduire? C'est gentil de dire que je suis un homme de poids, c'est ce que mon épouse me dit de temps en temps. On parlait du point intellectuel, avec un soupçon de reproche. C'est rigolo ça. Mais l'ancien pilier gauche du 15 parlementaire que je suis ne rechigne pas, à frôler le quintal. Parfois, alors, est-ce que vous êtes prêt à repartir dans la mêlée? Moi, je repartirai d'une manière ou d'une autre, mais il faut avoir le. Je pense, comme Catherine, que le message chrétien a quelque chose à dire dans la société d'aujourd'hui. Alors, évidemment pas pour imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, mais cette idée selon laquelle personne ne doit être laissé en dehors du chemin, selon laquelle la dignité humaine est une valeur que rien ne surpasse, que si on ne fait pas attention à ça, le reste s'écroule, qu'il faut traiter la responsabilité dès l'effort à être fort et dès les faibles à être un peu moins faible. Enfin, tout ça sont des choses qui sont respecter les corps intermédiaires, certains les communautés pensent naturelles. Que le Christ était le premier leader socialiste, nous sommes d'accord. Oui, et que Saint Paul aurait un peu atténué la doctrine. Socialiste, c'est peut-être beaucoup dire. Je pense que le Seigneur lui-même ne serait pas d'accord avec ça. Enfin, je ne peux pas parler à sa place, mais en tout cas, le message chrétien, qui est un message de générosité et d'attention à autrui, une société des solidarités, une société de l'entraide. Ça, c'est quelque chose à quoi je pense les Français sont sensibles. Et derrière, je le disais encore tout à l'heure, le projet de la pensée sociale chrétienne, il y a cette idée qu'il faut respecter les communautés naturelles, que la famille en est une, que la nation en est une, que les associations, les entreprises sont des communautés dans lesquelles les gens apprennent à vivre, ils se s'épanouissent eux-mêmes, mais apprennent aussi le service collectif. Donc tout ça doit être restauré. Ça a été beaucoup abîmé par les néolibéraux, et Macron au premier chef, et de manière la plus violente. Donc il faut en sortir. Je pense que ce message-là, les Français l'attendent sans doute. Maintenant, il faut des vecteurs pour ça. Vous êtes ici à Sud Radio, comme les autres médias, tenus par des quotas de temps de parole, des choses, etc. Et nous ne sommes pas un grand parti politique, donc nous n'avons pas. Et merci de votre invitation à nouveau pour me permettre de dire tout ça ce matin. Donc on a des problèmes de visibilité, c'est vrai. Nous continuerons
avec notre bâton de pèlerin, d'aller essayer de porter cette parole-là un peu partout, et en cherchant quelqu'un qui pourra nous aider à la faire porter davantage. À vous entendre, on reprend à la parole du général de Gaulle qui parle de tâches immenses au moment de rebâtir la France et de lui retrouver ses heures de gloire. Jean-Frédéric Poisson, vous avez été taclé pendant la campagne la présidentielle américaine de 2016. Vous avez dit la proximité d'Hillary Clinton avec le lobby sioniste. Aujourd'hui, quand on entend la gauche française parler des Juifs et d'Israël, mais ce que vous avez raconté, c'est des billevesées à l'arrière, c'est insignifiant. Vous avez été sévèrement, je ne veux pas dire lynché, mais enfin malmené. Et aujourd'hui, le discours de la gauche, je ne dis pas l'extrême droite, le discours de la France insoumise sur les Juifs de France et sur Israël est quand même disproportionné par rapport à ce qu'on vous a reproché. C'est 1000 fois pire. C'était la seule fois de ma vie où j'ai fait 4 jours de machine à laver, ça je m'en souviens, je peux vous dire. J'ai eu tort dans cette affaire. Je n'ai pas compris. Il n'y avait pas de mauvaise intention de ma part. Enfin, tous ceux qui me connaissent le savent bien. Il n'y a pas d'antisémitisme en tout cas. Évidemment que non. Si j'avais dit, enfin quand on est chrétien, c'est pas facile quand même. Si j'avais dit groupe de pression pro-israélien, j'aurais jamais eu de problème. J'ai accolé donc c'est la formulation. Voilà, j'ai accolé 2 mots. Et heureusement qu'il y a des groupes de pression pro-israéliens aux États-Unis. Imaginez qu'il n'y en ait pas. Oui. En même temps, on peut considérer que c'est aussi ce qui a aggravé la situation au Proche-Orient, le poids de ce lobby sur la politique américaine est toujours avéré, personne ne le conteste. C'est un sujet compliqué. Et après, les communautés qui sont en danger éprouvent le moyen de se défendre et de s'organiser. On peut pas leur en faire le reproche. Mais c'est vrai que par rapport à ce qui se dit aujourd'hui, et par rapport à l'ambiance dans laquelle ce sujet israélo-palestinien est traité, ce que j'ai dit, c'était vraiment... Puis c'est un fait. Enfin, je veux dire, si vous c'est ce que j'avais dit à vos confrères de France Info, chez lesquels j'étais passé le lundi matin, si vous tapez Zionist Lobby sur votre barre de recherche en anglais Google, vous avez des milliers de pages. Donc évidemment qu'il y en a des gens qui défendent l'idée qu'Israël ne peut pas être le seul peuple de la Terre à pas avoir le droit à un État et un territoire. Bien sûr. Évidemment que oui. Et pour autant, il faut accepter l'idée d'un État palestinien, sans ça, il n'y aura pas de solution dans des frontières garanties. C'est pareil pour les Palestiniens. Les Palestiniens ne peuvent pas non plus être le seul peuple de la Terre à pas avoir droit à un État et un territoire. Je crois que c'était la position en général de la diplomatie française depuis toujours. Absolument. Cohérente, et voilà, elle est remise en cause depuis quelques mois, quelques semaines. Alors à cause du 7 maintenant, octobre. Par rapport à la manière dont ces sujets étaient traités, il y a quelques décennies, la situation a quand même beaucoup changé, parce que auparavant, dans les années 50-60, il y avait déjà des affrontements, il y en avait bien avant d'ailleurs la création de l'État d'Israël. Enfin, tout ça est très très ancien. Ça commence avec la prise de Jérusalem par le calife Omar. On est en 640 quand même. C'est une vieille affaire. Hein. Un vieux dossier. Ça date pas d'hier. Maintenant, le phénomène nouveau qui est apparu, c'est l'essor visible et puissant de l'islam conquérant, y compris dans cette région. C'est-à-dire le fait que auparavant, il y avait des tensions déjà entre les peuples dans cette région du monde, mais on n'avait pas encore... les premiers attentats, c'est Septembre Noir, Munich 72, c'est les premiers détournements d'avions de ligne par des commandos palestiniens. Tout ça commence à... C'est le sujet de votre livre, L'islam à la conquête de l'Occident, la stratégie dévoilée. Jean-Frédéric Poisson, je vous propose de revenir. C'est un sujet d'actualité profond qui restera longtemps, qui crée beaucoup de clivages, qui beaucoup de tensions et beaucoup d'inquiétudes. Je vous invite à revenir en parler. On vous contactera et ça sera toujours avec plaisir qu'on vous recevra. Merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Et bon courage et bonne foi surtout, je crois que vous n'en manquez pas pour aider notre pays à sortir de ce merdier.